Qu'est-ce qui vous effraie le plus? Le vide infini et glacial de l'espace ou les abysses sombres et sans fond de l'océan? La plupart d'entre vous choisiront l'espace sans hésiter. Les trous noirs, les galaxies inconnues, la rencontre potentielle avec une entité extraterrestre. Mais, et si je vous disais que la véritable, l'horreur primale, ne se cache pas au-dessus de nos têtes, mais juste sous nos pieds, dans l'épaisseur de l'eau? Aujourd'hui, nous allons vous le prouver. Nous avons rassemblé 20 faits à vous glacer le sang sur les profondeurs de l'océan, après lesquels l'espace vous paraîtra être un havre de paix, calme et douillet. Préparez-vous. Après cette vidéo, vous allez peut-être regarder votre propre baignoire avec méfiance. Qu'est-ce qui est le plus terrifiant selon vous? Ce que l'on peut voir au télescope ou ce qui reste invisible juste ici sur notre propre planète? Découvrons-le. Pour commencer, prenons conscience des proportions. L'océan recouvre plus de 70% de la surface de la Terre. Pourtant, plus de 80% de ses profondeurs restent absolument inexplorées, non cartographiées et jamais vues par l'œil humain. Pensez-y. Nous avons envoyé des robots sur Mars, nous avons photographié des galaxies à des millions d'années-lumière, mais la majeure partie de notre propre planète demeure un mystère absolu. Ce territoire inconnu est appelé la zone abyssale ou Hadal. C'est un monde de nuit éternelle, de pression écrasante et de température proche du gel. Et c'est justement dans cet environnement hostile que nous commençons à peine à effleurer avec des submersibles, que se cachent des secrets capables de nous terroriser. L'espace est vide, mais l'océan est plein de vie, et elle n'est pas toujours amicale. Et nous commencerons par ce qui nous submerge littéralement, la pression. À la surface, nous l'apercevons à peine, mais à mesure que nous plongeons, elle augmente avec une force terrifiante. Au fond de la fosse des Mariannes, le point le plus profond des océans, la pression excède les 1100 atmosphères. Pour vous donner une idée, imaginez 50 énormes Boeing 747 empilés sur la surface de votre ongle, ou si une seule personne devait supporter le poids de 100 éléphants. Tout objet contenant de l'air y serait instantanément réduit à néant. Le corps humain, lui, cesserait purement et simplement d'exister, se métamorphosant en une masse informe. Même les sous-marins militaires, fabriqués avec l'acier le plus robuste, seraient broyés comme une vulgaire canette bien avant d'atteindre ces profondeurs. Mais le plus terrifiant, c'est que la vie y foisonne, même dans ces conditions extrêmes. Les créatures qui y résident sont si éloignées de nous d'un point de vue évolutionnaire que leurs corps, principalement composés d'eau, sont dépourvus de toute cavité gazeuse. Cela leur permet de résister à cette pression impensable. Elles vivent dans un monde où les lois de la physique que nous connaissons sont purement et simplement bouleversées. Maintenant, imaginez que vous ayez réussi à maîtriser cette pression. La prochaine chose que vous affrontez, c'est l'obscurité absolue, totale et dévorante. La lumière du soleil ne peut pas pénétrer l'océan au-delà de 1000 mètres, mais le plus souvent, des 200 mètres de profondeur, c'est déjà le crépuscule éternel qui règne. On appelle d'ailleurs cette région la zone de minuit. Ici, il n'y a ni jour ni nuit, il n'y a pas de changement de saison, seulement un vide sans fin, froid et noir comme l'encre. Dans l'espace au moins, il y a des étoiles, des galaxies lointaines, des nébuleuses, toutes des sources de lumière. Dans les abysses de l'océan, la seule source de lumière, c'est la vie elle-même. C'est le phénomène de la bioluminescence. Des millions de créatures ont appris à s'illuminer pour chasser, pour se défendre ou pour attirer des partenaires. Imaginez la scène. Vous flottez dans ce vide d'un noir absolu et tout autour de vous, des silhouettes d'êtres inimaginables s'allument et s'éteignent comme des lueurs spectrales. Ce n'est pas comparable à un ciel étoilé. Cela ressemble bien plus à un film d'horreur où chaque petite lueur pourrait être la gueule d'un prédateur vous attirant dans un piège mortel. Dans cette obscurité, les yeux deviennent inutiles. La seule chose qui compte, c'est la capacité de sentir la vibration et de percevoir la lumière là où elle ne devrait absolument pas exister. Dans ces ténèbres abyssales résident des créatures tout droit sorties de l'imaginaire de Lovecraft. Penchons-nous sur l'une d'elles, le calmar géant. Pendant longtemps, il n'était qu'un mythe, la légende du kraken, ce monstre marin capable d'entraîner des navires entiers par le fond. Mais en 2004, des scientifiques japonais
ont réussi à le photographier pour la première fois dans son milieu naturel, avant de le filmer quelques années plus tard. Cette créature peut mesurer jusqu'à 13 mètres de long. Ses yeux, de la taille d'un ballon de basket, sont les plus grands du règne animal, une taille nécessaire pour capter la moindre lueur de bioluminescence dans l'obscurité absolue. Ses tentacules sont hérissés de puissantes ventouses. Chacune est dotée d'anneaux de chitine dentelés qui fonctionnent comme de véritables crocs, s'ancrant profondément dans la chair de ses proies. Les cachalots, les seuls prédateurs connus du calmar géant, portent d'ailleurs souvent sur leur corps d'immenses cicatrices laissées par ces ventouses, des stigmates qui témoignent de batailles féroces se déroulant à des kilomètres sous la surface. Nous ignorons encore presque tout de leur mode de vie, mais la simple existence d'un véritable kraken tapi dans les abysses nous pousse à nous interroger quels autres mythes pourraient bien être la réalité. Si le calmar géant est effrayant par sa taille, le calmar vampire des enfers, ou Vampiroteuthis infernalis, littéralement le calmar vampire infernal, nous terrifie par son apparence et sa stratégie de survie. Cette petite créature, d'à peine une trentaine de centimètres de long, est considérée comme un véritable fossile vivant. Il évolue dans ce qu'on appelle la zone de minimum d'oxygène, un endroit où le taux d'O2 est si faible que la majorité des autres organismes marins ne peuvent tout simplement pas y survivre. Il possède, proportionnellement à sa taille, les plus grands yeux de tout le règne animal. Ils sont capables de luire d'une couleur rouge ou bleue selon l'éclairage ambiant. Mais le plus terrifiant reste son mécanisme de défense. Contrairement aux autres céphalopodes, il n'éjecte pas d'encre. Lorsqu'il se sent menacé, il retourne la membrane, reliant ses bras et ses tentacules, s'enveloppant comme s'il portait une cape. La face interne de cette cape est tapissée de piquants, les cires, qui sont certes effrayants, mais totalement inoffensifs. Simultanément, il relâche un nuage de mucus bioluminescent, composé de centaines de billes lumineuses, capables de désorienter son prédateur pendant de précieuses minutes. Imaginez, une créature vous attaque, se retourne sur elle-même pour former une boule d'épines, et vous aveugle grâce à une substance gluante et luisante. C'est l'incarnation même du design d'horreur pure, signé Mère Nature. L'océan, au-delà d'être sombre et peuplé de créatures inconnues, a aussi une voix, et cette voix pourrait bien vous faire basculer dans la folie. En 1997, la NOAA, l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, a enregistré un son mystérieux, d'une fréquence ultra basse et d'une puissance exceptionnelle. Ils l'ont baptisé le bloop. Le son était si fort qu'il fut capté par des capteurs séparés par plus de 5000 km de distance. Il ne correspondait à aucun bruit connu, qu'il soit artificiel ou naturel, ni un sous-marin, ni un tremblement de terre, ni le chant d'une baleine. L'analyse acoustique a suggéré que sa source devait être une créature vivante, mais une créature qui dépasserait en taille la baleine bleue, l'animal le plus massif de la planète, par plusieurs ordres de grandeur. Pendant des décennies, cette énigme a fasciné les scientifiques et engendré une quantité de théories, allant d'un monstre marin inconnu jusqu'à l'éveil de Cthulhu. Une version plus prosaïque est apparue par la suite, suggérant que ce bruit provenait de la fracturation d'un immense iceberg, mais beaucoup continuent d'émettre des doutes à ce sujet. Et le bloop n'est pas un cas isolé. D'autres sons inexplicables émanent de l'abysse. Julia, Slow Down ou encore Whistle. L'océan émet des sons dont nous sommes incapables de comprendre la nature. Il est en communication, mais avec qui? On parle des créatures, mais intéressons-nous au milieu lui-même. Au fond des océans, il existe des endroits qui ressemblent davantage à la surface d'une planète étrangère et toxique. Il s'agit des évents hydrothermaux, aussi appelés fumeurs noirs. Imaginez des geysers sous-marins qui crachent hors de la croûte terrestre des colonnes d'eau noire, brûlantes. Cette eau est chauffée à près de 400 degrés Celsius. Elle ne bout pas uniquement grâce à la pression colossale, elle est saturée de composés toxiques pour la plupart des organismes vivants, comme le sulfure d'hydrogène. Autour de ces cheminées toxiques et fumantes, dans l'obscurité totale et sous une pression extrême, prospère pourtant tout un écosystème. Ici, la vie ne repose pas sur la photosynthèse, mais sur la chimiosynthèse.
Des bactéries se nourrissent du sulfure d'hydrogène empoisonné. Elles sont elles-mêmes consommées par des vers tubulaires géants dépourvus de bouche et de système digestif, mais aussi par des crabes pâles et d'autres créatures étranges. C'est littéralement une forme de vie extraterrestre, présente ici, sur notre propre planète. Cela prouve que pour que la vie émerge, elle n'a pas besoin de lumière ni d'oxygène, mais simplement de chaleur et de produits chimiques toxiques. Et qui sait combien d'autres oasis infernales se cachent encore dans ces profondeurs. Revenons à nos créatures et penchons-nous sur un spécimen qui donnerait des frissons à n'importe quel dentiste, le redoutable poisson vipère. Cette créature, relativement petite, vivant à des profondeurs allant jusqu'à 2 km, est l'un des prédateurs les plus féroces de la zone bathypélagique. Sa principale caractéristique, des dents disproportionnellement grandes, transparentes et acérées comme des aiguilles. Elles sont si longues qu'elles ne rentrent pas dans sa bouche, forçant les crocs inférieurs à remonter et à presque atteindre ses yeux. Pour pouvoir avaler sa proie, le poisson vipère doit basculer sa tête en arrière et ouvrir sa mâchoire à près de 180 degrés. Il utilise comme appât un organe lumineux spécialisé, appelé photophore, situé à l'extrémité de sa nageoire dorsale. Un petit poisson nage vers cette lumière et l'instant d'après, il est transpercé par ses crocs terrifiants. Sa colonne vertébrale, d'une flexibilité unique, lui permet d'ingérer des proies plus grandes que lui. C'est essentiellement une gueule flottante munie d'un appât, une machine à tuer parfaite, façonnée par l'évolution pour un monde où la nourriture est rare et où la moindre opportunité ne doit pas être manquée. La simple vue de ce poisson, même sur une photographie, donne des frissons. Imaginer le croiser en chair et en os est tout simplement terrifiant. Au fond de l'océan, l'obscurité s'accompagne d'un froid extrême. La température de l'eau y stagne, avoisinant péniblement les 2 à 4 degrés Celsius. Pourtant, même dans ces conditions, le froid cache des pièges mortels. Le plus spectaculaire est sans doute ce qu'on appelle la brinicle ou le doigt de glace de la mort. Ce phénomène ne se produit que dans les eaux polaires. Il est causé par un flux d'eau sursalée et glaciale, une saumure, qui commence à couler depuis la surface de la banquise en direction du plancher océanique. Étant donné que cette saumure est bien plus froide et dense que l'eau ambiante, elle gèle tout sur son passage, formant une impressionnante stalactite de glace qui ne cesse de s'allonger vers le bas. Lorsque ce doigt de la mort atteint le plancher marin, il ne s'arrête pas là. Il continue de se propager horizontalement, piégeant et tuant les organismes benthiques lents, tels que les étoiles de mer ou les oursins. Ces créatures sont trop lentes pour fuir l'avancée de la glace. Elles se retrouvent fatalement enfermées dans une véritable tombe gelée. C'est un processus lent, implacable et absolument terrifiant, digne d'une scène de film d'horreur de science-fiction. La nature a ainsi trouvé un moyen de tuer par le froid, même dans un environnement où tout est déjà à la limite du gel. C'est la preuve éloquente de l'ingéniosité et de la cruauté impitoyable de l'environnement océanique. Quand on évoque les prédateurs des abysses, un nom vient immédiatement à l'esprit, le poisson pêcheur, ou baudroie abyssal. Et pour cause, son image est solidement ancrée dans la culture populaire et elle est absolument terrifiante. La femelle est la quintessence du cauchemar. Un corps globulaire, une gueule béante armée de dents pointues comme des aiguilles, et bien sûr sa fameuse canne à pêche, dotée d'une ampoule lumineuse en guise d'appât. Mais ce qu'il y a de plus étrange et de plus sinistre chez la baudroie, c'est sa méthode de reproduction. Le mâle, lui, est des dizaines, voire des centaines de fois plus petit que sa partenaire. Son unique raison d'être est de la localiser dans l'obscurité infinie des profondeurs. Dès qu'il l'a trouvée, il s'y accroche férocement avec ses dents, et là, c'est le début d'un processus digne d'un film d'horreur. Son corps fusionne littéralement avec celui de la femelle. Son système circulatoire se connecte au sien, et tous ses organes internes, à l'exception de ses testicules, s'atrophient. Il devient un simple appendice, ne servant qu'à fournir du sperme à la femelle en cas de besoin. Une seule femelle peut ainsi porter jusqu'à 6 de ces mâles parasites. C'est l'exemple le plus extrême de dimorphisme sexuel et de parasitisme dans la nature,
où le mâle perd totalement son individualité pour devenir une simple partie de sa partenaire. Si les insectes vous effraient, accrochez-vous, les abysses vous réservent une surprise, et elle est de taille. C'est ce que l'on appelle le gigantisme abyssal. Pour des raisons qui nous échappent encore, de nombreuses espèces d'invertébrés, qui sont de taille modeste en surface, atteignent des proportions gigantesques une fois plongées dans les ténèbres profondes. L'exemple le plus frappant est sans doute l'isopode géant. Imaginez une simple cloporte, celle que vous trouvez sous une pierre dans votre jardin. Maintenant, multipliez sa taille jusqu'à atteindre les dimensions d'un chat ou d'un petit chien. C'est exactement cela, l'isopode géant. Ces créatures, qui peuvent dépasser 50 cm de long, sont des charognards redoutables. Elles rampent lentement sur le plancher océanique à la recherche des carcasses de baleines, de poissons ou de calmars tombés des couches supérieures. Leur apparence est un véritable cauchemar pour quiconque souffre d'insectophobie, une carapace blindée, une multitude de pattes et des yeux complexes. Ils sont d'ailleurs capables de se passer de nourriture pendant des années, entrant dans un état proche de l'anabiose en attendant qu'un nouveau festin tombe au fond de l'eau. C'est une preuve supplémentaire que l'océan est un lieu où les formes de vie que nous connaissons mutent en des entités immenses et terrifiantes. Les requins ont toujours inspiré la terreur, mais le requin lutin ou requin gobelin fait passer cette angoisse à un niveau supérieur. Ce squale rare, qui vit dans les abysses, est parfois surnommé le fossile vivant en raison de ses caractéristiques primitives. Il arbore une peau rosâtre, presque translucide, laissant deviner ses vaisseaux sanguins. On remarque son long museau aplati en forme d'appendice, mais surtout ce qui le distingue, c'est sa mâchoire protractile. Lorsqu'il passe à l'attaque, ses mâchoires se projettent brusquement vers l'avant, rappelant étrangement les créatures du film Alien. Ce mécanisme lui permet de capturer efficacement des proies rapides, telles que les calmars et les poissons. Voir ce squale rose et fantomatique, doté d'un nez ridicule, se transformer en un monstre sanguinaire, sa gueule extensible se révélant pleine de dents acérées comme des aiguilles, est absolument sidérant. Il a l'air d'une erreur biologique, d'une créature qui n'aurait jamais dû exister, et pourtant il chasse avec succès dans les profondeurs depuis des millions d'années, demeurant l'une des créatures les plus étranges et terrifiantes que nous ayons jamais observées. Il s'agit d'un rappel vivant que dans les abysses, l'évolution suit des chemins qui nous sont complètement étrangers. L'océan cache lui aussi ses fantômes, et il ne s'agit pas seulement d'épaves de navires, mais bien d'écosystèmes entiers, intégralement construits sur la mort. Lorsqu'une carcasse de baleine coule vers les abysses, elle déclenche un processus écologique unique et durable. Dans un premier temps, de grands charognards tels que les requins ou les isopodes géants viennent se repaître et dénuder les tissus mous. Cette phase peut s'étendre sur plusieurs mois. Viennent ensuite les vers océdax, que l'on surnomme les vers zombies. Détail fascinant, ils n'ont ni bouche ni estomac. Ils forent directement dans les os du cétacé. Là, grâce à des bactéries symbiotiques, ils parviennent à dissoudre et à absorber les lipides emprisonnés dans le squelette, un processus qui, lui, peut s'étaler sur plusieurs décennies. Autour de ce squelette de baleine se forme une véritable oasis de vie qui n'existe que grâce à cette mort. Le spectacle est à la fois macabre et absolument fascinant. Le squelette d'un géant, tapissé de créatures grouillantes, festoyant sur ses restes dans l'obscurité la plus complète. Ces chutes de baleines sont de véritables mondes nés de la mort. Ils subsistent pendant des décennies, jusqu'à ce que, du géant, il ne reste plus la moindre trace. Que deviennent les organismes qui périssent dans les couches supérieures de l'océan quand ils ne sont pas des cétacés? Des milliards de petits organismes, plancton, méduses, poissons, entament tous, après leur mort, leur longue chute vers le fond. Ce flux incessant de débris organiques est appelé la neige marine. Imaginez un blizzard éternel composé de particules en décomposition qui chutent lentement à travers l'immensité de la colonne d'eau. Cette neige constitue la principale source de nourriture pour la majorité des créatures abyssales. Mais la réalité de cette idée est terrifiante. Ce n'est pas une poudre blanche et pure, c'est une masse grise et visqueuse, faite d'excréments, de mucus et de dépouilles mortelles.
Être immergé dans cet environnement signifie être perpétuellement cerné par les produits de la putréfaction qui s'enfoncent lentement dans l'abîme. C'est un enterrement éternel qui nourrit ceux qui résident dans les profondeurs. C'est le rappel que l'intégralité du monde abyssal est bâtie sur la mort et la décomposition de ce qui se trouve à la surface. Le concept de la neige marine est l'une des idées les plus sombres, mais aussi l'une des plus fondamentales pour comprendre la vie océanique. Au-delà des créatures qui le peuplent, l'océan recèle également des anomalies géologiques fascinantes, comme les lacs et les rivières sous-marines. Oui, vous avez bien entendu. Au fond des mers, notamment dans le golfe du Mexique, on trouve de véritables lacs, complets avec des berges et une surface distincte de l'eau environnante. Leur formation est due à l'infiltration, à travers des fissures au fond marin, d'une eau extrêmement salée, une saumure, qui est beaucoup plus dense que l'eau de mer classique. Cette saumure s'accumule alors dans les dépressions, créant des bassins nettement délimités. Mais il y a un hic. Cette eau est presque totalement dénuée d'oxygène et est saturée de méthane et de sulfure d'hydrogène hautement toxiques. Pour la majorité des organismes marins, c'est un piège mortel. Tout poisson ou crabe qui s'aventure accidentellement dans ce lac y meurt instantanément, et ses restes y demeurent, souvent momifiés par la forte concentration en sel. Les scientifiques qui étudient ces lieux à l'aide de submersibles les ont d'ailleurs surnommés les jacuzzis du désespoir. Ce sont des bassins silencieux et lugubres, au fond des abysses, jonchés des cadavres de ceux qui ont commis l'erreur de franchir leurs frontières. C'est encore un autre endroit de l'océan où la mort guette sous sa forme la plus inattendue. On a souvent évoqué la fosse des Mariannes, mais prenons un instant pour réaliser l'étendue de ses vraies dimensions. Sa profondeur atteint près de 11 kilomètres. Si nous y déposions le mont Everest, son sommet resterait encore recouvert par plus de 2 kilomètres d'eau. Ce n'est pas une simple cavité. C'est une immense cicatrice à la surface de la planète, s'étendant sur 2500 kilomètres de long. Mais le plus impressionnant n'est pas tant la profondeur elle-même, mais le fait qu'elle fasse partie de ce qu'on appelle la zone Hadal ou zone des fosses. Ce sont les parties les plus profondes de l'océan, s'étalant de 6 à 11 kilomètres. Et cette zone reste l'un des environnements les moins explorés sur Terre. Chaque plongée dans ces abysses révèle la découverte de nouvelles espèces totalement inédites et d'apparence presque extraterrestre. On y trouve des poissons limaces, dont le corps gélatineux est conçu pour supporter la pression écrasante, ainsi que des amphipodes qui ressemblent à de gigantesques crevettes. Nous faisons littéralement qu'effleurer la surface de ce monde. Qu'y a-t-il dans les crevasses et les cavernes au fond de ces fosses? Nous n'en savons rien. Cette zone est la dernière frontière de l'inexploré sur notre planète. Elle pourrait abriter n'importe quoi, des micro-organismes uniques, à des créatures que nous ne pouvons même pas imaginer. Passons à un autre phénomène effrayant, qui ne se produit pas dans les profondeurs, mais bien à la surface, et qui est pourtant entièrement engendré par la puissance de l'océan, les vagues scélérates. Pendant longtemps, elles étaient considérées comme de simples légendes maritimes, au même titre que le calmar géant. Ce sont des vagues anormalement hautes, totalement isolées, qui surgissent soudainement au milieu de l'océan, même lorsque la mer est parfaitement calme. Leur hauteur peut atteindre 30 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Contrairement aux tsunamis, elles ne sont pas liées à des séismes, mais résultent d'une interaction complexe entre les vagues classiques. Elles peuvent chavirer ou briser en deux les plus grands navires, qu'il s'agisse de supertankers ou même de porte-avions. Leur apparition est pratiquement impossible à anticiper. Imaginez l'équipage d'un navire au large, la mer est d'huile, et soudain, une paroi d'eau verticale surgit de nulle part, prête à s'abattre sur le pont. Selon les scientifiques, ce sont ces vagues qui sont responsables d'un grand nombre de disparitions mystérieuses de navires. C'est un rappel brutal que l'océan reste imprévisible et qu'il peut porter un coup mortel à tout moment, sans le moindre avertissement. Saviez-vous que l'océan cache sa propre version d'un phénomène de type poltergeist? Ce phénomène porte un nom, la mer laiteuse. Pendant des siècles, les marins ont raconté des histoires de navires qui se retrouvaient soudainement au milieu de zones de l'océan, éclairées par une lueur étrange, d'un blanc laiteux, s'étendant d'un horizon à l'autre.
l'eau elle-même devenait opaque et dégageait une luminescence uniforme, presque spectrale. Pendant longtemps, cela aussi fut considéré comme une simple légende. Mais en 1995, des satellites ont finalement confirmé l'existence de ce phénomène. Une immense zone de l'océan Indien, aussi grande que l'État du Connecticut, a brillé pendant 3 nuits d'affilée. Les scientifiques pensent que cela est dû à une concentration colossale de bactéries bioluminescentes qui parviennent, d'une manière ou d'une autre, à synchroniser leur lueur. Mais la raison pour laquelle elles agissent ainsi et comment elles atteignent une telle concentration reste, à ce jour, un mystère total. Imaginez-vous sur un navire, au milieu de la nuit, lorsque l'eau sous vos pieds commence à émettre une lumière blafarde, transformant l'océan en un champ laiteux et infini. C'est magnifique, mais en même temps incroyablement sinistre et contre nature. L'océan nous prouve une fois de plus qu'il est capable de générer des phénomènes que nous sommes encore loin de pouvoir entièrement expliquer. On imagine souvent les méduses comme de simples organismes gélatineux et translucides, mais dans les abysses réside quelque chose de tout autre. Prenez par exemple la Stygiomedusa gigantea. Son nom, que l'on peut traduire par méduse stygienne géante, fait référence au Styx, le fleuve mythologique des enfers grecs. Sa cloche, ou ombrelle, peut atteindre 1 mètre de diamètre, mais ce sont ses bras qui sont le plus impressionnants. Elle ne possède pas de fins tentacules. À la place, elle utilise 4 longs lobes buccaux, épais et rubanés, qui peuvent s'étirer jusqu'à 10 mètres de long. Ces rubans d'un rouge sombre et velouté flottent dans l'eau, tel le manteau d'un fantôme. Les scientifiques supposent qu'elle les utilise comme un filet pour capturer le plancton et les petits poissons. En l'histoire de l'observation sous-marine, cette méduse n'a été aperçue qu'1 centaine de fois. Elle est si rare et insaisissable que chaque rencontre est un véritable événement. Son apparence est absolument extraterrestre. Ce n'est pas une simple méduse, mais une silhouette massive et informe, avec de longs rubans sombres qui planent silencieusement dans la nuit éternelle. La croiser dans le faisceau lumineux du projecteur d'un bathyscaphe, c'est contempler quelque chose qui dépasse les limites du règne animal tel que nous le connaissons. Penchons-nous un instant sur ce que nous ignorons. C'est peut-être le fait le plus fondamental et le plus terrifiant. Selon les estimations scientifiques, l'océan abriterait environ 2,2 millions d'espèces d'organismes eucaryotes. Or, à ce jour, nous n'en avons décrit et classifié qu'environ 240 000. Cela signifie que plus de 90% des formes de vie océaniques demeurent pour nous une énigme totale. Nous ne les avons jamais observées. Nous ignorons tout de leur apparence, de leur régime alimentaire ou de leur mode de reproduction. Elles peuvent être microscopiques, tout comme elles peuvent être gigantesques. Elles pourraient s'apparenter à ce que nous connaissons, ou représenter des formes de vie totalement étrangères, régies par des principes biochimiques différents. Au fond des océans, dans ces fosses, ces grottes sous-marines et sous les calottes polaires, se cachent peut-être des écosystèmes entiers dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. L'espace nous terrifie par son vide sidéral et l'inconnu qui se trouve à des distances incommensurables. L'océan, lui, nous effraie par sa plénitude et l'inconnu qui réside juste ici, sous nos pieds. Et chaque fois que nous sondons une nouvelle profondeur, nous courons le risque de découvrir quelque chose à quoi notre imagination n'est tout simplement pas préparée. Et pour conclure, le fait le plus troublant et peut-être le plus philosophique. L'océan, ce n'est pas seulement de l'eau et de la vie, c'est un système gigantesque qui régule le climat, la météo et, in fine, la capacité même de notre planète à nous accueillir. Mais ce système est d'une fragilité sidérante. Les écosystèmes des grandes profondeurs, façonnés sur des millions d'années dans une stabilité absolue, sont aujourd'hui menacés par le changement climatique, la pollution plastique et l'exploitation minière sous-marine. Nous sommes en train de détruire un monde que nous n'avons même pas eu le temps d'explorer, et nous ignorons totalement l'ampleur des conséquences. Que se passera-t-il si nous perturbons l'équilibre de ces abysses sombres et glaciales? Pourrions-nous libérer d'anciens micro-organismes contre lesquels nous n'avons aucune immunité? Risquons-nous de provoquer une réaction en chaîne irréversible qui altérerait la composition chimique de l'eau de toute la planète?
La plus grande terreur que nous inspire l'océan n'est pas liée à ces monstres, elle est liée au fait que, sans le comprendre, nous puissions le détruire. Et en le détruisant, nous nous détruisons nous-mêmes. Ce monde inconnu et effrayant pourrait détenir non seulement des créatures, mais aussi la clé de notre survie. Et nous risquons de le perdre à jamais, sans même avoir percé ses secrets. Alors, récapitulons. Pression destructrice, obscurité permanente, habitants lumineux et prédateurs terrifiants, de vrais krakens et des requins lutins, des sons mystérieux s'échappant des abysses, les doigts glacés de la mort, sans oublier les lacs de saumure empoisonnés, et tout cela, rappelons-le, alors que 90% de ce monde est encore totalement inexploré. L'espace est vaste, certes, et ses menaces sont purement hypothétiques, situées à des milliards de kilomètres de nous. Mais l'océan, lui, est là. Il est à portée de main. Ses profondeurs inexplorées commencent à quelques encablures de nos rivages, et ses secrets ne sont pas de simples énigmes scientifiques, c'est une angoisse primale, une peur existentielle de l'obscurité, de la profondeur et de l'inconnu, c'est la confrontation avec un monde qui suit ses propres règles, un royaume où l'homme n'est qu'un invité fragile et non désiré. Bétail, merci d'avoir plongé dans cet abîme avec nous. Si cette vidéo vous a donné la chair de poule, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations sur les sujets les plus mystérieux. Et maintenant, la question principale. Quel fait de notre liste vous a le plus effrayé? Et selon vous, que découvririons-nous au fond de la fosse des Mariannes si nous pouvions l'explorer entièrement? Écrivez vos hypothèses les plus folles et les plus terrifiantes dans les commentaires. Ça sera passionnant de vous lire.